cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. To ami wai ne da mantika lahari no kan dabo da na bongu se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. À l'Assemblée nationale se poursuivent normalement. Ce matin, les élus nationaux ont examiné et adopté plusieurs projets de loi. Détail dans un instant. Les deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne se tiennent depuis ce matin au Palais des Congrès. Le thème retenu est promouvoir la bonne gouvernance locale. Et puis les étudiants de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC ont repris les cours sur fond de grogne pour cause l'augmentation des frais de scolarité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les travaux en plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 de l'Assemblée nationale se poursuivent donc avec l'examen et l'adoption ce matin de plusieurs projets de loi. Compte rendu, Murtala Zouberou et Issa Hassan. Les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 de l'Assemblée nationale dite budgétaire se poursuivent avec l'examen et le vote de 3 projets de loi, dont le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance du 23 mars 1989 portant création d'un établissement public dénommé Institut pratique de développement rural IPDR de Kolo. Le projet de loi complétant l'ordonnance du 23 décembre 2010 portant sur le droit d'auteur et les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel et le projet de loi modifiant l'ordonnance du 1er juillet 2010 portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Université de Maradi, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010 qui sera appelée Université d'Andiko Danklodo de Maradi. Le ministre de la Culture, s'agissant du projet de loi portant sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel, s'est dit ravi de son adoption. En ce qui concerne le droit d'auteur, il faut tout simplement comprendre à cela une fois qu'un créateur, ou un auteur, j'allais dire, il crée une œuvre. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'il en bénéficie. Les droits voisins maintenant, cette œuvre-là, elle peut être interprétée, elle peut être reproduite. Alors lui aussi, il perçoit ce qui lui revient de droit. Donc c'est vraiment en substance ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux aspects-là qui sont, je le répète, essentiels pour la compréhension du texte, du projet de texte soumis à votre appréciation. Pour sa part, le ministre des Enseignements professionnels félicite les députés pour le travail abattu. Il est de tradition qu'une nation honore ses fils les plus méritants. Ndiko Danklodo fait partie de ces enfants que le Niger a eu et qui vont marquer son histoire. Il a été enseignant-chercheur. Il a fait partie de ceux qui ont écrit les textes fondateurs de l'Université de Niamey. Il a été ministre de l'Éducation nationale.
secrétaire général de la CCT pendant 2 mandats. Il a été le secrétaire exécutif du CNES, le Centre national d'énergie solaire, qui est actuellement au Mali. Ce qu'il a fait, peu de Nigériens l'ont fait. Les travaux vont se poursuivre en commission jusqu'au 28 octobre prochain. Je le disais dans les titres, ouverture ce matin au Palais des Congrès des 2e assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne. Des travaux qui réunissent des élus nigériens et français ont pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance. Les images. Promotion de la bonne gouvernance locale, c'est le thème retenu pour ces 2e assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne. Plusieurs allocutions ont marqué ces assises. D'abord, celle du maire, président du conseil de ville de Niamey, la ville hôte qui a souhaité la bienvenue à toutes les délégations qui ont effectué le déplacement de Niamey. Hassan Seydou a également présenté la ville de Niamey. La ville de Niamey, que j'ai l'insigne honneur de diriger aujourd'hui, couvre une superficie estimée à 297,46 km², occupée par 1 200 000 habitants, répartis dans 5 arrondissements. Cette population pratique essentiellement l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce et l'artisanat. Ensuite, le président de l'association des municipalités du Niger, Abdouhou Dodo, a développé l'importance de la coopération partenariale. S'en est suivi les interventions du président de la communauté de communes Fossigny-Glière et du groupe pays, Stéphane Valli. Celle de Claudie Le Breton, président du Conseil général des Côtes d'Armor et président de l'Assemblée des parlementaires de France. Marcel Escure, délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales, et enfin l'ambassadeur de France au Niger, Antoine Anfray. Tous ces orateurs sont revenus sur la force des liens de relations entre les populations françaises et nigériennes, mais aussi sur la coopération décentralisée et la coopération franco-nigérienne. Le ministre de l'Intérieur, qui a ouvert les travaux, a fait un rappel des assises décentralisées de la coopération franco-nigérienne avant d'illustrer le thème retenu. Le thème central des présentes assises porte sur la promotion d'une bonne gouvernance locale. Le choix de ce thème n'est pas fortuit pour des élus locaux que vous êtes. En effet, la notion de gouvernance en général, faut-il le rappeler, renvoie à l'efficacité administrative, à la responsabilité, à la transparence, à la soumission aux droits, en somme à la saine gestion des affaires publiques. Aussi, en optant pour la décentralisation, le peuple nigérien dans son ensemble a-t-il fait le pari de l'approfondissement du cadre démocratique, un levier pour développer tous les mécanismes qui concourent à la promotion de la bonne gouvernance et surtout une voie appropriée pour conduire à bien l'approche du développement local. Les présentes assises dureront 5 jours et vont sans nul doute renforcer davantage les liens de coopération décentralisée et permettre de nouer des nouvelles relations partenariales. Ouverture ce matin dans la salle de conférence Colonel Salifou Akasso du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale de la première session du tribunal militaire. Une session qui permettra de faire l'état de lieu du tribunal militaire sombré dans une léthargie depuis plusieurs années. Compte rendu Murtala Zouberou et Issa Hassan. Cette première session du tribunal militaire au titre de l'année 2014 se tient 6 ans après la dernière intervenue en 2008 et se veut un cadre approprié pour faire l'état des lieux du tribunal militaire nigérien sombré dans une léthargie qui s'explique par plusieurs facteurs. Il s'agit entre autres du particularisme procédural de la justice militaire, le désintéressement des autorités de tutelle et la quasi-inexistence de moyens financiers et techniques. Le président du tribunal militaire, après avoir évoqué tous les problèmes que connaît le tribunal militaire et l'avenir des justiciables qui attendent désespérément d'être fixés sur leur sort,
est revenu sur les points saillants de la présente session. La présente session sera marquée par l'examen de 14 affaires dont les détails viennent de vous être donnés à l'instant par le commissaire du gouvernement. Conformément aux dispositions de l'article 7 du Code de justice militaire, ces affaires seront jugées par la Chambre de jugement, composée d'un président magistrat de l'ordre judiciaire et de 4 juges militaires. Vous aurez donc remarqué dans cette composition une nette domination des militaires. Ces derniers ne sont cependant pas permanents et ne sont pas toujours préparés aux nouvelles fonctions qui leur sont assignées. En effet, en dehors de leur formation professionnelle, ils ne reçoivent pas de formation spécifiquement judiciaire. Il s'est ensuite penché sur les voies et moyens qui permettront de crédibiliser le tribunal militaire. Pour crédibiliser le tribunal militaire et permettre à ces juges militaires d'assurer efficacement leur mission de juger, c'est-à-dire de se prononcer sur la culpabilité et l'application de la peine, il me semble impérieux de leur assurer une formation en droit. À moyen terme, le Niger, à l'instar des autres pays démocratiques, doit professionnaliser sa justice militaire. Le renforcement des capacités doit également concerner les magistrats professionnels. Une large vulgarisation du Code de justice militaire. Longtemps en difficulté, le tribunal militaire a besoin d'un nouveau souffle et cela passe inévitablement par sa dotation. Conséquent, faisant le point, 26 prévenus sont concernés par 14 affaires dont le jugement s'étalera sur 7 jours durée des travaux de cette session. Le programme d'appui à la justice et l'état de droit PAGED 2 a initié ce matin un atelier à l'endroit des magistrats et greffiers du Niger. Objectif, valider l'étude portant sur le plan de carrière et le programme de formation des magistrats et des greffiers. C'est une Mekido Jibril et Soumaïla Dandi. Cet atelier constitue un cadre propice pour les magistrats et greffiers du Niger de passer au peigne fin l'étude portant sur le plan de leur carrière et de leur programme de formation. Ce document, qui est soumis à l'investigation de ces acteurs de justice pour validation, propose des solutions tendant à harmoniser l'environnement judiciaire du Niger et ainsi attirer les investisseurs étrangers. L'environnement des affaires est très important pour rendre attractif un pays sur le plan économique, pour rendre attractif un pays du point de vue des investissements. Voilà pourquoi il est important d'avoir une justice indépendante et impartiale. Et pour arriver à ces résultats, il faut avoir des magistrats et des greffiers bien formés, des magistrats qui bénéficient d'une certaine indépendance dans l'exercice de leur mission. Le document qui est élaboré aujourd'hui propose des solutions face à un certain nombre de problèmes que l'on rencontre dans la gestion de la carrière des magistrats et des greffiers. Initié par le programme d'appui à la justice et l'état de droit PAGED 2, cet atelier permettra aux acteurs de justice d'améliorer le système judiciaire du pays. Cérémonie officielle de la rentrée juridique des magistrats et juges à la cour d'appel de Zender. C'était sous le patronage du ministre de la Justice, Marou Amadou. Compte rendu de notre stagiaire Binta Mamadou. Rentrée solennelle des cours et tribunaux 2014-2015 à la cour d'appel de Zender ce lundi 13 octobre 2014. C'est le procureur général de la dite cour qui a présidé la cérémonie en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du gouverneur, des magistrats,
des secrétaires généraux, l'honorable sultan du Damagaram et plusieurs autres invités. Le thème retenu à cette rentrée est « Délai raisonnable, élément essentiel du procès équitable ». C'est le président de la Cour d'appel de Zender qui a pris en premier la parole pour expliquer et donner d'amples précisions sur ce thème. Sur le plan judiciaire, on parle de délai raisonnable, on parle de délai plutôt de procédure qui est le temps accordé à l'un ou l'autre des protagonistes d'une procédure pour réaliser une formalité précise, mise en rôle, voie de recours, par exemple. S'agissant de la notion de délai raisonnable, celle-ci n'est définie par aucune législation. Par le concept de raisonnable, selon le dictionnaire, il faut entendre modéré, qui se tient dans une juste moyenne. Si la notion de délai raisonnable n'est définie par aucune législation, où tire-t-elle alors sa source pour être ce baromètre qui sert à apprécier que le délai d'une procédure a dépassé le seuil de raisonnable, c'est-à-dire alors la moyenne de temps que devrait durer une procédure de l'interruption de l'instance à l'exécution de la décision intervenue. Le président de la Cour d'appel de Zender de continuer en faisant le point des difficultés que rencontre la justice, notamment le manque de personnel. Le président de la Cour d'appel de Zender a enfin donné les statistiques des années antérieures sur les affaires soumises, celles jugées ou renvoyées et celles qui attendent d'être traitées. Enfin, s'agissant des statistiques de l'année judiciaire 2013-2014, au niveau des affaires civiles et commerciales, 101 affaires ont été jugées, 25 renvoyées au rôle général. Pour les affaires sociales, 14 ont été jugées au niveau des référés, 26 affaires ont été jugées avec un stock de 13 autres restantes. Sur le plan pénal, au cours de cette année, 139 affaires correctionnelles ont été jugées. 235 affaires ont fait l'objet de règlements au niveau de la chambre d'accusation. Les sessions d'assises Zender, Maradi et Agadez ont été tenues respectivement. 49, 34 et 20 affaires criminelles ont été jugées. Tour à tour, le président de la Chambre régionale des huissiers de justice de Zender, le représentant des bâtonniers et celui du barreau ont aussi fait le tour de la situation de la justice. Ils ont également parlé du manque du personnel qualifié. Début ce matin à Niamey des travaux d'un atelier de validation du plan stratégique du programme national de lutte contre le paludisme 2011-2015. Objectif, réduire le taux de paludisme à l'horizon 2018 au Niger. Le compte rendu est signé Moudi Moussa et Imran Maïka. Il s'agit pour les participants aux présentes assises d'apprécier et valider le plan stratégique du programme national de lutte contre le paludisme 2011-2015. Un plan proposé par le ministère en charge de la santé publique et dont la mise en œuvre permettra de réduire l'incidence du paludisme sur le taux de mortalité infantile et néonatale. Pour nous, c'est une joie de constater qu'il y a aujourd'hui un plan stratégique et je voudrais profiter donc pour féliciter le ministère de la Santé publique et tous les partenaires qui se sont investis, particulièrement pour arriver à ce travail qui va donc être validé d'un moment à un autre. Considéré comme l'une des maladies les plus meurtrières pour les enfants et les femmes du pays en voie de développement, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique pour les 10 pays. Première cause de morbidité et de mortalité au Niger, le combat contre le paludisme a toujours été au centre des préoccupations des autorités de la 7e République, d'où tout l'espoir fondé sur la validation ainsi que l'exécution de ce plan d'exécution soumis à l'appréciation des spécialistes. Le plan stratégique de lutte contre le paludisme 2011-2015, révisé avec une projection 2016-2018 dont vous allez valider, a été élaboré sur la base de nouvelles recommandations de l'OMS. Son élaboration s'est effectuée à travers un processus participatif ayant impliqué tous les acteurs intervenant dans la lutte contre le paludisme, gouvernement, PTF, OSC privé, universités, centres de recherche et autres. Cette révision est aussi une opportunité pour le PNLP de soumission au nouveau modèle de financement du Fonds mondial à travers une note conceptuelle.
c'est dire toute l'importance de l'exercice auquel vous allez vous atteler pour maintenir les acquis au taux de couverture souhaité. 3 jours durant, les participants à cet atelier s'attelleront à valider les plans stratégiques du Programme national de lutte contre le paludisme 2011-2015, révisé avec projection 2015-2018. Objectif, réduire considérablement le taux du paludisme à l'horizon 2018 au Niger. Le ministère des Transports organise depuis ce matin à l'hôtel Sahel un atelier de validation de la stratégie de la sécurité routière 2011-2015 en collaboration avec l'Union européenne. L'objectif est de réduire considérablement la fréquence des accidents de la circulation routière. Compte rendu Mariama Soumana Jamilou Oumar. Les accidents de la route constituent de nos jours l'une des causes de mortalité la plus fréquente dans le monde. Au Niger, l'on a enregistré 5209 accidents en 2011, 8259 en 2012 et 11226 en 2013, causant plus de 600 décès par an et plusieurs milliers de blessés souvent graves. La sécurité routière devient de plus en plus un véritable problème de santé publique. C'est donc pour éradiquer ce fléau que le ministère des Transports a initié cet atelier de validation de la stratégie nationale de sécurité routière 2011-2015 avec l'appui financier de l'Union européenne. L'objectif étant de réduire au mieux la fréquence des accidents de la circulation routière. Sur instruction des plus fortes autorités du pays, le ministère des Transports a engagé de nombreuses réformes dans le but de réduire les accidents de la circulation. Au nombre de ces réformes, on peut citer l'adoption d'un nouveau code de la route qui sera bientôt examiné en plein air par l'Assemblée. Le code est prévu pour le 23 octobre. S'il plaît à Dieu, c'est un code qu'on a programmé plusieurs fois, qui n'a pas pu passer, mais cette fois-ci, nous pensons que ça sera la bonne. La création d'une agence nigérienne de la sécurité routière, la réforme du système de l'obtention du permis de conduire, le renouvellement du parc automobile, la création d'une nouvelle base de données des accidents de la circulation, l'étude sur le contrôle technique automobile, l'audit de la sécurité routière de la route nationale numéro 1, la mise en place d'une stratégie nationale de sécurité routière dont la version provisoire sera examinée ce matin même par vous. La tenue de cet atelier a été rendue possible grâce au procès concours financier de l'Union européenne à travers l'assistance technique de l'appui institutionnel du programme routier AIPR 10e FED. Je saisis cette occasion pour les exprimer notre sincère gratitude. Cette journée, durant laquelle les participants auront à examiner les documents soumis à leur appréciation, permettra aux différents acteurs de faire des recommandations et résolutions pertinentes afin de minimiser, voire éradiquer ce fléau qui ne cesse d'endeuiller les familles. Comme le dit un adage, l'accident de la circulation n'est pas une fatalité. Il existe bel et bien des moyens pour le réduire. Autre aspect de ce journal, les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, ont rendu public ce matin une déclaration relative à l'augmentation des frais de scolarité. Taïro Amadou nous en dit plus. Après 3 mois de vacances, les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication renouent ce 14 octobre avec le chemin de l'école. Un moment choisi par les étudiants pour exhumer leurs revendications et surtout leur mécontentement suite à l'augmentation des frais de scolarité. L'augmentation des frais de scolarité, chaque année, perpétrée par la Direction générale de l'IFTIC. L'année dernière, 60 000 francs a été infligé sur le dos des étudiants. Le bureau de la mécale s'est tué. Cette année, à notre grande surprise, une lettre est sortie augmentant les frais d'études à l'IFTIC, soit une augmentation de 80 000 francs s'il vous plaît. En 2 ans, soit une augmentation de 120 000. Ce qui est inadmissible et incroyable. Et nous ne l'accepterons jamais.
Une revendication soutenue par l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey. D'ailleurs, récemment, lors d'un point de presse, l'Union des scolaires du Niger déplorait le non-respect de l'accord signé en 2007 entre l'État du Niger et la coalition Équité-Qualité contre la vie chère au Niger. Parlant des écoles professionnelles et techniques, il vous souviendra qu'en février 2007, l'État du Niger et la coalition Qualité-Équité contre la vie chère au Niger étaient convenus sur un accord relativement à une réduction des frais d'inscription dans les écoles, 35% de réduction des frais de scolarité dans des écoles normales, 35% de réduction des frais de scolarité dans des établissements suivants: complexe technique Kalmaharo, CFPA, CFPP, lycée technique d'Ankassawa, lycée d'enseignement professionnel Isaberi, les CFPT régionaux et les CFPT AMA. 30% de réduction à l'ENAM, IFTIC, NSP de Niamey, NSP de Zender, ISP, IPDR de Kolo, CNIPT, EMIG et Maïr. Malgré ces conclusions entre le gouvernement et la coalition Équité contre la vie chère au Niger, certaines écoles, au mépris de cet accord, augmentent les frais de scolarité. Voilà une pratique inadmissible qui ne va pas nous laisser indifférents. L'ISN usera de tout son pouvoir pour arrêter une telle dérive. Cherchant à apaiser les tensions, l'administration de l'IFTIC justifie cette augmentation des frais de scolarité. La petite augmentation que nous avons effectuée, c'est de l'ordre de 50 000 CFA. Mais nous avons fait des simulations où il y en a qui vont payer, au lieu de 50 000, c'est 8 000 CFA. Quand on prenait la jeune demoiselle qui va venir peut-être s'inscrire cette année, n'est-ce pas? En licence par exemple, donc elle a eu son bac, c'est 410 000, mais elle va bénéficier d'une réduction de 10%. 10% ça fait combien? 42 000 CFA. Ça c'est pour respecter le JAR. C'est l'État qui a initié ça et nous sommes l'une des rares écoles à respecter ce JAR-là. Parce qu'il faut encourager, on dit, les jeunes filles à venir à l'école. Il y en a d'autres, quand on a fait la simulation, si vous venez d'un organe de médias, public ou privé, vous avez maintenant une réduction de 20%. Sur les 410 000, ça va vous faire donc moins 82 000 CFA. Donc vous voyez, cela, indépendamment de cela, on dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Nous sommes en train d'envisager un certain nombre de réformes. Parce que nous sommes tellement critiqués sur le marché et nous entendons maintenant, par rapport à cette marche du siècle, le système LMD comme on le dit, de mettre un peu plus de rigueur. Et quand on veut faire de la rigueur, c'est que on va bousculer les habitudes. Donc ce qui nous a poussé à augmenter les 50, les 8 000 et autres là, cette année nous avons créé les filières. Il y en a qui appellent ça département ailleurs, mais nous avons créé 14 filières. Quand on dit filière prise de vue là, nous avons responsabilisé quelqu'un. Tout ce qui est l'évolution de cette filière-là, en collaboration avec la direction de la formation, EDEP là, ils vont nous faire la situation pour que nous soyons au même niveau d'information par rapport à l'évolution du monde. Pour que la rentrée scolaire 2014-2015 ne souffle d'aucune entrave, les deux parties sont appelées à s'asseoir autour d'une table afin de trouver une solution qui profiterait à tous. Cela garantirait ainsi une rentrée scolaire apaisée, gage d'une année scolaire réussie. En prélude à la journée internationale de lavage des mains qui sera célébrée demain 15 octobre, le REGEA a organisé ce matin une conférence débat dans l'enceinte de l'IPSP. Elle a pour objectif de discuter avec les étudiants en fin de cycle des questions liées à l'hygiène. Omar Manga, Ibrahim Idi. La mission reste la même, c'est le cadre qui change. Au lieu de la maison de la presse, le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, cette fois-ci, porte le choix sur l'Institut pratique de santé publique. Pourquoi une école de santé? Il s'agit de commémorer la journée internationale du lavage des mains, officiellement décrétée par les Nations Unies le 15 octobre de chaque année.
Cette année encore, le REGIA pose le débat sur l'hygiène avec les étudiants de l'IPSP en fin de cycle. Le directeur général de l'IPSP s'est dit honoré du choix porté sur son établissement. Il faut de prime abord remercier le réseau nigérien pour le choix de l'IPSP et surtout pour le thème, parce que nous sommes en pleine crise d'Ebola. Se laver les mains, un geste simple qui sauve des vies. Ousmane Dambaji rappelle l'utilité des comportements hygiéniques et fait le rapport avec la santé. Cette année, nous avons voulu commémorer cette journée avec vous pour 2 ou 3 raisons essentielles. La première raison, c'est que vous êtes la première école de santé publique de référence au Niger. Deuxièmement, c'est que vous êtes tous et toutes des acteurs et actrices de développement et vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices de développement, principalement dans les questions de la santé. Et votre contribution va sans doute améliorer les tissus sanitaires de notre pays quand vous serez sur le terrain demain, Inch'Allah. Même son de cloche chez le partenaire WaterAid. En tant qu'établissement de formation en santé publique et au regard de l'importance du thème dédié à cette journée, je peux vous rassurer que le choix de votre institution n'est pas fortuit. Cette conférence est organisée à la veille de la célébration de la journée dans un contexte où la recrudescence de l'épidémie de la fièvre hémorragique virale liée au virus Ebola dans la sous-région est un fait inédit par son ampleur et sa létalité très élevée. L'objectif est atteint, le REGIA sort satisfait, une autre école de santé sera la cible de la prochaine conférence. Les habitants de Toulouaré ont rendu public ce matin une déclaration relative à la situation de leurs terres qui sont menacées par des lotisseurs privés, par des lotissements privés, une situation qui préoccupe l'ensemble du canton de Bitinkodi. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Cela dit, lancement de la caravane sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l'exploitation du pétrole lundi dernier au conseil régional de Zinder. Cette caravane va sillonner certaines communes de la dite région. Compte rendu, Moussa Adamou Garba. Cette caravane rentre dans le cadre d'une sensibilisation sur l'impact socio-économique et environnemental de l'exploitation du pétrole. La caravane a été officiellement lancée ce lundi 13 octobre 2014 au siège du conseil régional par le deuxième vice-président du dit conseil. En s'adressant aux caravaniers, il s'est réjoui du passage de cette caravane dans la région de Zinder. Nous vous remercions pour avoir initié en tout cas une telle activité parce que le pétrole, son exploitation et le raffinage, en tout cas, effectivement, ça a une double face. Pour le chef de mission, plusieurs objectifs sont visés à travers cette caravane. Nous avons vu un paradoxe. Et le paradoxe, c'est entre nos richesses et le niveau de vie des populations. Et ça, et je pense qu'il y a beaucoup il doit y avoir beaucoup de revendications qui doivent venir des populations elles-mêmes. Parce que ce n'est pas notre rôle de revendiquer, c'est aux populations de revendiquer. Donc s'ils sont sensibilisés, ils vont vraiment voir exactement qu'est-ce qu'ils vont revendiquer. Parce qu'il y a une confusion totale au niveau de l'exploitation. Il y a ce qu'on appelle contenu local, qui est une obligation pour les entreprises, parce que c'est consigné dans les contrats, c'est consigné dans les lois, que les populations doivent connaître pour que ça ne soit pas une affaire de mendicité, c'est des droits. C'est des droits à l'emploi, c'est des droits, mais à l'intérieur des textes, c'est clarifié. La préservation de l'environnement, c'est eux qui doivent faire en sorte que l'environnement soit. Et de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Et ça, c'est
à nous, acteurs de la société civile, au gouvernement, de rappeler aux entreprises qu'il y a une responsabilité, parce que quand on vit avec les populations, on ne peut pas fermer les yeux sur leurs problèmes. Ça, ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment du plaidoyer pour que les entreprises financent beaucoup d'activités dans les PDC des communes concernées. Donc ça, je pense que c'est le rôle de la société civile et surtout le rôle de l'État pour ne pas seulement tirer la couverture de son côté et oublier les populations riveraines. Voilà, merci. Il faut rappeler également que cette caravane fait suite à un atelier de formation sur l'impact socio-économique et environnemental de l'exploitation du pétrole. La caravane qui va sillonner la région de Zander permettra aux populations locales d'être édifiées sur les impacts socio-économiques et environnementaux de l'exploitation du pétrole. Cela permettra également aux collectivités de mieux profiter de la manne pétrolière. Rehausser l'image de l'agriculture familiale et de la petite agriculture, c'est l'objectif d'une exposition organisée au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey par le secrétariat du Conseil national de la recherche agronomique du Niger en partenariat avec ses partenaires. Donc, une exposition placée sous le thème l'agriculture familiale, une chance pour la planète. Le compte rendu est signé Aïssata Ibrahim et Boubacar Imran Meiga. Depuis 1959, l'Organisation des Nations Unies a toujours dédié ses années internationales à des thématiques qui constituent pour la planète entière des enjeux vitaux. Il s'agit en somme de sensibiliser les opinions publiques aux grands enjeux de développement correspondant aux objectifs de la Charte des Nations Unies et qui peuvent revêtir des caractères politiques, environnementaux, sociaux et humanitaires. Parmi ces enjeux figure l'agriculture familiale. Les questions agricoles, suite aux différentes crises alimentaires que vous connaissez, dont celle de 2007-2008, étant désormais devenues des centres d'intérêt pour les stratégies internationales pour le développement humain, elles ont permis de porter le choix de l'agriculture familiale pour 2014. C'est ainsi qu'en 2011, l'ONU a décidé de dédier l'année 2014 à l'agriculture familiale. En effet, cette agriculture familiale, concerne plus d'1 milliard de personnes et engage plus de 500 millions d'exploitations. Exploitation familiale, s'entend. C'est le modèle le plus répandu de la planète et elle produit 70% de la production alimentaire mondiale. L'agriculture familiale est malheureusement peu connue et peu d'attention lui est accordée en termes de politique, de connaissances et de techniques. Il a donc été décidé en ce qui concerne cette activité que des réflexions soient menées pour atteindre les objectifs suivants. Apporter un appui d'élaboration de politiques agricoles, environnementales et sociales qui lui soient favorables à cette agriculture familiale, produire des connaissances, des techniques, mais surtout les communiquer et les diffuser pour sensibiliser le public. Il s'agit aussi de mieux comprendre les besoins des producteurs, les contraintes qu'ils rencontrent et leur potentiel afin d'apporter un soutien technique. Il s'agit aussi de créer des synergies pour renforcer le développement durable. C'est donc pourquoi le secrétariat exécutif du Conseil national de la recherche agronomique, CNRA, et ses partenaires, l'IRD, l'Université Abdou Moumouni, le Centre Agrimet, le PPAO et bien d'autres, avec l'appui de la coopération française et l'Institut français, ont voulu partager avec toutes les parties prenantes de notre secteur d'intervention des idées, des savoirs, mais aussi des questions sur l'agriculture familiale. Sachant que l'agriculture familiale produit plus de la moitié de la nourriture dans le monde, le secrétariat exécutif du Conseil national de la recherche agronomique du Niger et ses partenaires invitent les jeunes, les lycéens et les étudiants à venir massivement à leurs manifestations, telles que des tables rondes publiques et débats qu'ils organisent. Il faut noter que l'agriculture familiale
contribue à préserver les produits alimentaires traditionnels à une alimentation saine et équilibrée, mais aussi et surtout conserve la biodiversité agricole mondiale et stimule les économies locales. La ville de Zender est confrontée à une insalubrité grandissante, situation face à laquelle les autorités communales demeurent impuissantes. Reportage Binta Mamadou. Notre environnement doit nous procurer la joie de vivre et le bonheur. Il appartient donc aux collectivités d'assurer cela. Il se trouve que la ville de Zender, notamment le 4e arrondissement, est confrontée à un épineux problème d'insalubrité. En effet, les dépôts d'ordures sont visibles un peu partout à travers la ville. De facto, les populations sont exposées à plusieurs sortes de maladies. Ces dernières appellent les autorités communales à intervenir et elles promettent activement de participer. Allah ma zai biya kai ta tsafta na kanta addinin musulunci ma kawo ta ya zaman to garin mu matsab ko ina kaga salte ya kamata a ce wannan saltan kai ma mai gida sai ka huto ma kai magana ko ba kudi suke nema inda guri kowa ya san inda zai aji shara ba ka abin zuba shara ba ku yan gari na za ku kai ta inda ku ga dan hili nan za ku je ku zuba ta gani ba mai gadi in na ka na zuba ke ma kawa zaki sin manyan ne kamata lehin su ne su ya kamata su samu wani ai ana yin wani fandasan da ake a ja katanga duk share da aka kawo aka zuba to kenan dai da suka ga dama sai su je su zuba amma duk wanda aka dora ma doka in doka ya taka doka kenan ai dole doka za ta taka shi kuma a sa 'yan tsaro kaɗan haka su dinga dibawa suna aiki da abin da za a yi munan kwalliya babu wani doka ta shara. Du côté de la collectivité, nous n'avons pas pu recueillir leurs avis car le maire en déplacement, le chargé de l'hygiène et assainissement indisponible. Pourtant, la question de la salubrité est l'affaire de tous. Autorités, population et toutes les forces vives doivent conjuguer leurs efforts autour d'un même idéal. La salubrité, c'est une bonne santé tous. Ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.